Dans cette vidéo, je vais vous résumer toutes les fois où j'ai fugué de psychiatrie. Petit pause sur image pour vous dire que de base je comptais vous résumer toutes mes fugues de psychiatrie, donc il y en a eu 4 au total, mais finalement je me suis rendu compte que la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc dans cette vidéo, je vais vous résumer que ma toute première fugue de psychiatrie qui a été assez simple contrairement aux 3 autres fugues qui ont été très impressionnantes. Donc j'étais avec la tenue bleue de l'hôpital dans un secteur fermé, voilà, c'est très difficile. Du coup, je parlerai de mes autres fugues dans une autre partie, dans une autre vidéo, et là je vous laisse avec cette vidéo qui résume ma première fugue de psychiatrie. J'ai beaucoup hésité à poster cette vidéo car je n'avais pas envie que ça incite des personnes qui sont actuellement hospitalisées ou qui vont l'être à fuguer. Donc si vous êtes hospitalisé, c'est pour votre bien, c'est que votre état de santé nécessite des soins et fuguer ne fera qu'aggraver les choses, ça fera que rallonger votre hospitalisation et la rendre encore plus stricte. Alors si jamais une hospitalisation vous convient pas, vous avez tout à fait le droit de sortir contre avis médical et si jamais vous êtes sous contrainte comme moi, je l'ai été, eh bien vous pouvez toujours faire une réclamation auprès du procureur et sortir. Bref, en tout cas, ne fuguez pas, ça ne sert à rien. Dans mon cas, j'ai fugué car en fait, il s'agit d'une histoire vraiment très compliquée et pas du tout commune. J'ai fugué tout simplement car j'étais dans des structures qui n'avaient rien à voir avec ma maladie, j'avais pas du tout les soins appropriés. Je subissais constamment des maltraitances de la part de soignants. Bref, c'était une hospitalisation qui était invivable, qui était vraiment inappropriée. Je vous dis clairement, j'étais plus en danger dans ces hospitalisations que à la maison. En fait, j'avais pas le choix de fuguer pour sortir de cet enfer. Je trouvais ça dingue que des professionnels de santé qui ont été formés pour aider les patients me rabaissaient encore plus, me mettaient encore plus mal et ne me faisaient même pas confiance. Bref, c'est très compliqué. Si là, je vous raconte absolument toutes les injustices et maltraitances médicales que j'ai subies pendant 6 ans, ça va pas en finir. Ce sera une vidéo qui va durer des heures et des heures. Et pareil, si je vous résume absolument toutes les hospitalisations, ça n'en finirait pas. Du coup, là, je vais vraiment me centrer sur mes fugues. Ma première fugue s'est faite en 2016. Donc, j'étais âgée de 16 ans à cette époque-là. J'ai été hospitalisée pour la 2e fois en psychiatrie, mais cette fois dans un service de troubles du comportement alimentaire. Donc, on m'avait mis dans ce service vraiment pour mes vomissements. Il s'agit de la maison des adolescents à Paris. Au début, lorsque j'étais rentrée dans cet hôpital, eh bien, on ne savait pas encore pourquoi je vomissais. Donc, je rappelle que j'ai commencé à vomir à l'âge de 14 ans, mais au début, j'ai subi 2 ans d'errance médicale. Les médecins, en fait, ils mettaient à chaque fois mon problème de vomissement sur le côté mental. Pour eux, c'était clairement un trouble du comportement alimentaire. Et ensuite, plus d'1 mois après être entrée dans cet hôpital, j'ai eu un examen qui a enfin montré pourquoi j'avais des vomissements. Donc j'ai enfin eu mon diagnostic de gastroparésie, une paralysie de l'estomac, donc c'est ça qui me faisait vomir. Là, on était sûr à 100% que c'était ça la cause. Et pourtant, malgré mon diagnostic qui était clair et net, les psychiatres qui me suivaient à cette époque ont continué à dire que c'était que dans ma tête et ont continué à me diagnostiquer avec différents troubles du comportement alimentaire. Donc là, en fait, il y avait de quoi me rendre dingue. On ne savait pas la cause pendant des années, puis là, dès qu'on a la cause, les médecins s'en fichaient complètement. Donc ils ont fait comme s'il n'y avait eu aucun diagnostic, ils ont continué à dire que c'était dans ma tête. En fait, j'avais le protocole d'une boulimie, alors que je n'ai jamais été boulimique, je ne me suis jamais fait vomir de ma vie, j'ai jamais souhaité perdre de poids, voilà, j'ai jamais mangé excessivement et tout. C'est juste que je mange, je vomis, voilà, j'ai plein de symptômes, des douleurs au ventre, des ballonnements et tout, des nausées, et ça, je n'y peux rien du tout. Et pourtant, malgré le diagnostic et le fait que je leur disais que je n'y pouvais rien et qu'en plus de ça, je vomissais devant les soignants, donc ce qui leur prouvait que je n'y étais pour rien, ils ne me faisaient pas confiance. Ils me disaient que c'était dans ma tête. Donc c'était vraiment insupportable. J'avais une sonde nasogastrique à cette époque-là, donc physiquement c'est la même chose que cette sonde-là, sauf que celle-ci elle va jusqu'aux intestins et la sonde nasogastrique allait jusqu'à mon estomac. Donc ce qui fait que mon estomac étant malade, je supportais mal la sonde nasogastrique. Je la vomissais assez fréquemment. Les médecins, ils étaient tout le temps là à me crier dessus parce que je vomissais ma sonde, ils voulaient me réapprendre à manger, donc je leur faisais confiance, je mangeais, mais je vomissais tout de suite après. Ils me fermaient les toilettes, donc je me retrouvais à vomir au sol. C'est la seule hospitalisation où on m'a pas fait nettoyer mon vomi. Mais après, ça devenait vraiment lourd. C'était tellement inadapté à ma situation, ça allait jamais marcher. Je suis restée 5 mois hospitalisée et il n'y a pas un mois durant cette hospitalisation où j'ai pas fait de l'hypokaliémie sévère. À cause des vomissements qui étaient toujours persistants, malgré que j'étais à l'hôpital, du coup j'étais fréquemment perfusée, mon état était beaucoup trop fragile, et du coup les psychiatres qui me suivaient refusaient à chaque fois que je stoppe l'hospitalisation parce que je le demandais à chaque fois, je disais que j'étais pas à ma place ici, j'avais besoin de sortir, je me sentais vraiment pas bien dans ce service, j'étais pas comprise, et eux ils m'ont dit non, tu es beaucoup trop fragile, il faudra attendre encore, et en plus il m'a dit qu'il prévoyait de m'hospitaliser jusqu'à ma majorité, qu'en gros il voulait m'hospitaliser 2 ans, puis ensuite m'envoyer dans un soin études, bon ça s'est jamais fait du coup, et clairement 2 ans c'était énorme. Me voir 2 ans dans un hôpital,
C'était clairement pas possible pour moi, j'allais devenir dingue, surtout dans des conditions pareilles. Même eux, à un moment, ils savaient plus du tout quoi faire, parce qu'ils comptaient vraiment que sur les traitements psychiatriques. Ils me donnaient des traitements ultra lourds. J'étais sous des neuroleptiques, des anxiolytiques, un antidépresseur, et les psychiatres, ils faisaient souvent des réunions avec nous. Un jour, ils ont ramené une tonne de médecins, et ils ont essayé de voir ce qu'on allait faire pour moi, et ils ont clairement dit, nous, on sait pas trop quoi faire pour toi. On n'a jamais vu un cas comme le tien. On n'a jamais vu une personne vomir autant d'années que toi, et que ça s'arrête pas et tout. Après, ils m'ont dit qu'ils pensaient clairement que c'était un TCA et que ça allait passer avec le temps. Il fallait juste qu'on continue à fond les traitements, une longue hospitalisation. Bon, à cette époque, ça allait bientôt faire 3 ans que je vomissais tous les jours, et j'avais des traitements pendant tout ce temps-là, et ça changeait strictement rien. Donc clairement, c'est pas des traitements psychiatriques et un suivi en psychiatrie qui allait faire fonctionner mon estomac et ne plus me faire vomir. Donc j'étais en hospice en temps plein de avril, mai, juin, et en fait en juillet et août, pendant les vacances d'été 2016, le service où j'étais, donc le service d'hospitalisation, allait fermer tout simplement pour des travaux. Donc ils allaient faire des gros travaux dans le service, et donc on pouvait plus rester hospitalisé. Donc il y avait 2 options. Soit on part en hôpital de jour et le soir on va dormir dans l'hôpital d'à côté, donc à côté c'était l'hôpital Cochin, ou soit on me transférait en temps plein dans un autre hôpital en attendant la réouverture. Alors par contre le mois de juillet c'était la journée en hôpital de jour et la nuit à la maison, et ensuite au mois d'août c'était la journée en hôpital de jour et la nuit dans le service d'à côté. J'ai bien aimé le mois de juillet parce que tous les soirs je pouvais rentrer à la maison, mais le mois d'août ça devenait beaucoup trop lourd, donc en plus de ça j'étais encore une fois tout le temps perfusée et j'en avais vraiment marre de cet hôpital. C'était pas du tout adapté, j'étais pas comprise, à chaque fois que je vomissais il y avait tout un scandale, nanana. En fait on avançait dans rien dans la guérison, j'étais juste à un stade où on me maintenait en vie, c'est tout. Je mangeais, je vomissais, puis dès que mon corps en pouvait plus et allait mourir parce qu'il était pas assez alimenté, et parce qu'il avait beaucoup de carences à cause des vomissements, hop, on me perfuse. Encore si c'était que ça passe. Du coup, c'était tout ce qu'il me faisait. À chaque fois que je mange, je vomis, c'était un scandale. Il y avait tellement et tellement de fois où les soignants ont fait des remarques ultra déplacées. Et donc un jour, au mois d'août 2016, tellement que j'en pouvais plus, les soignants m'ont accordé 5 jours de permission à la maison. Donc j'avais le droit de rester 5 jours en temps complet pour prendre une pause de l'hôpital. Et puis là, c'était l'heure de retourner à l'hôpital. Donc c'était précisément le 24 août 2016. J'étais censée revenir donc à mon hospitalisation. Il était aux alentours de midi. Ma mère m'avait accompagnée. J'étais avec mon petit sac où il y avait mes affaires. Ma mère m'a déposée dans le service de l'hôpital de jour, donc qui se trouve au 3e étage. Donc, tout de suite après, elle a dû partir. Il était midi. Tout le monde est en train de manger. Et donc c'est une infirmière qui m'accueille et elle me dit « Il y a ton repas qui est là, va manger ». Et là je lui dis non, j'ai pas envie de manger, en vue de toute la complication que c'est de manger et de l'histoire que ça fait. Ensuite elle me dit bon, si tu veux pas manger c'est d'accord, mais tu dois quand même venir dans la salle à manger. Donc la salle à manger ça s'appelait le self, avec tout le monde. Je précise juste que durant cette hospitalisation les soignants mangeaient en même temps que les patients, donc eux aussi ils avaient un plateau et dans chaque table il devait obligatoirement y avoir un soignant. Elle m'a dit que même si je mangeais pas je devais rester sur une table parce qu'il y avait aucun soignant pour me surveiller, ils avaient pas le droit de me laisser toute seule dans le service. Moi je leur ai dit mais non, je vais rien faire du tout, de toute façon je reste que assise ici sur ce canapé. En face de la porte d'entrée de l'hôpital de jour, il y a un canapé. Donc je dis non c'est bon, je reste là, il y a pas de problème, je vais rien faire du tout. Donc là l'infirmière elle me répond bon, exceptionnellement on va te laisser là, ok, je te fais confiance. Et elle repart manger. En fait j'avais trouvé une technique pour fuguer. Et je précise que du coup comme on était le 24 août, donc ça allait être la dernière semaine de août en hôpital de jour, et donc la semaine d'après on allait retourner en hospitalisation en temps plein, donc ça allait directement enchaîner, j'aurais clairement pas pu fuguer. Donc comment j'ai fait? Il y avait la porte donc de l'hôpital de jour. Je précise que tout l'hôpital est en verre. Et donc la porte était tout en verre et je pouvais voir s'il y avait quelqu'un ou pas. Donc il y avait strictement personne, ça semblait vide. En fait à côté de la porte, il y avait une petite sonnette là. Donc c'est un bouton pour la sortie de secours. Sachant qu'en psychiatrie bien sûr les services en principe ils sont fermés à clé et tout ça, on peut pas sortir comme ça. Sauf que dans ce service, aucune porte n'était fermée à clé. Ils utilisaient pas des clés, ils utilisaient des badges. Donc pour ouvrir la porte, il fallait avoir un badge. Donc je me suis dit dans ma tête, si la porte ne se ferme pas à clé, dans ce cas-là, si j'appuie sur cette issue de secours, forcément, la porte, elle va s'ouvrir, ça va se démagnétiser, et donc ça va s'ouvrir. Et donc là, je me rapproche tout doucement de la sonnette. Donc il y avait une petite porte en verre sur la sonnette. Au début, je me suis dit, ça va être hyper compliqué. Vous voyez les trucs pour les incendies, il faut casser et après appuyer. Mais là, il fallait pas casser. Donc là, j'étais super surprise. Alors j'ai ouvert, et là, quand j'allais appuyer, je me suis dit, attends, si j'appuie, est-ce que ça va faire sonner dans tout le service? Dans ma tête, je me suis dit, ça va pas marcher. Même si ça s'ouvre, il y aura forcément quelqu'un et tout ça, et qui va être prévenu. J'ai appuyé sur le bouton. Puis là, je vois en fait qu'il y a aucune sonnette, il se passe rien. Et je pousse la porte, et je me rends compte qu'elle est ouverte.
Et puis là ensuite je descends les escaliers, je pars en courant, je me retrouve dans le hall d'accueil. Et donc comme je vous ai dit, tout le service est en verre, donc la sortie de dehors qui est vitrée, c'était des portes coulissantes. En fait quand il fait jour de l'intérieur, on peut voir à l'extérieur, mais l'extérieur ils peuvent pas voir à l'intérieur. Et quand il fait nuit, c'est le contraire. Et donc là, je vois qu'il y a plein de soignants qui sont à l'extérieur. Donc je vois qu'il y a mon psychiatre et des internes. Et là je me dis, bordel, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je pourrais pas sortir, je peux pas remonter, sinon je vais me faire prendre. Et en plus, je précise juste que dans les escaliers, il y avait une caméra de surveillance. Et que normalement, cette caméra de surveillance est surveillée par la personne qui est à l'accueil dans le hall en bas. Sauf qu'il était midi, donc tout le monde était parti manger, et même celui qui était à l'accueil en bas. Donc je pense que personne n'a pu me voir à l'instant même en train de fuguer. Je savais plus quoi faire, j'avais vraiment l'impression d'être une fugitive. On dirait que je venais de fuguer de prison. Donc je me suis mise à courir n'importe où. Là, j'étais dans le hall, et il y avait la sortie. J'avais nulle part où aller, et le seul endroit où je pouvais aller, c'était le couloir qui était à ma gauche. En plus de ça, le psychiatre, il est en train de rentrer dans le service, donc moi je vire direct à gauche, je pars en courant, puis là je tombe sur une sortie de secours qui s'ouvre avec des portes comme celle-ci. Donc là j'ai appuyé sur la porte, cette sortie de secours était hyper simple à ouvrir, sachant que là c'était le rez-de-chaussée, c'était pas une unité d'hospitalisation. Dans ce couloir, il y avait vraiment que des salles pour les conférences. Donc voilà, juste pousser la porte, et là je me retrouve pas dehors, mais au sein de l'hôpital Cochin. Parce que je rappelle que la maison des adolescents se trouve au sein de l'hôpital Cochin, donc c'est un bâtiment complètement à part, mais il donne à l'intérieur de Cochin et aussi dehors. Et je me dis, bordel, mais comment je vais faire pour sortir d'ici ? L'hôpital Cochin, il est immense, et moi je savais même pas dans quel endroit j'étais de l'hôpital. Moi j'avais juste l'habitude de l'entrée principale, et là je me retrouvais à l'arrière de l'hôpital, donc c'était la galère. Je me mettais à courir partout dans l'hôpital, à marcher, à me cacher par-ci par-là, et en plus de ça, vu que j'ai une vue qui est très très mauvaise, car je rappelle que je souffre d'une maladie des yeux qui s'appelle le kératocone, j'arrive pas à distinguer les visages quand ils sont loin. Dès qu'il y avait une personne qui était au loin, je ne savais pas du tout qui c'était. Et en fait, les cheveux et la silhouette, à chaque fois, ça me donnait l'impression que c'était un des soignants qui s'occupait de moi dans le service. Dans l'hôpital Cochin, il y a plein de bâtiments, donc il y a plein de services. Moi je rentrais à chaque fois dans des bâtiments comme ça, je me retrouvais à l'accueil, je me cachais par-ci par-là, et c'était hyper flippant, je me cachais là, et j'étais ultra en panique, on dirait vraiment que j'étais dans un film. Donc je continue à essayer de trouver la sortie. Puis là, je vois une aide-soignante qui s'occupe de moi dans le service qui est en train de manger sur un banc. Je suis passée derrière elle, elle m'avait même pas vue. Je continue à marcher jusqu'à ce que je tombe sur la sortie arrière de l'hôpital. Et en plus, j'avais l'habitude de cette sortie parce que quand mes parents venaient me prendre pour les permissions le week-end, l'entrée principale de la maison des adolescents est fermée. Et après, en fait, du coup, on sortait par la sortie arrière de l'hôpital. Et donc là, je reconnaissais très bien cette sortie. Il y avait, vous voyez, les barrières pour les voitures qui rentrent et qui sortent. Je suis passée par en dessous. Et je suis partie en courant dans la rue. J'étais ouf, enfin, je suis sortie de cet hôpital. J'étais là avec mon sac où il y avait mes affaires, et ensuite j'avance tout droit, je traverse, et encore une fois, je vois une personne au loin. C'était une femme qui était rousse et grande, et ça, c'était clairement la silhouette d'une personne qui s'occupait de moi à l'hôpital. Et encore une fois, je pouvais pas distinguer son visage, donc j'ai paniqué, et je suis rentrée dans un square qui était juste à côté. Donc là, je rentre dans le square, et je me cache derrière les buissons. Je savais plus quoi faire, j'avais deux idées en tête. Soit je vais à la gare la plus proche, donc il y a un métro qui est pas loin de l'hôpital, c'est celui-là que je prenais à chaque fois pour m'y rendre. Et en fait, je mets fin à mes jours, parce que j'étais dans un état où j'en pouvais plus, ça s'arrangeait clairement pas. Je me suis dit, y a rien qui va s'arranger. En plus, j'ai eu raison. Tout ce que j'ai subi avec la maladie, tout ce qu'on m'a fait subir, il vaut mieux que j'en finisse maintenant, avant de subir encore pire. Le pire en plus, c'est que j'ai vécu encore pire après. Il a fallu vraiment des années pour que là, j'ai enfin les soins appropriés. Enfin bref, que je pense que j'en avais pas vraiment envie. Donc j'ai appelé ma mère, qui comme elle venait de me déposer, elle était toujours sur Paris, puis elle me rejoint, et elle me dit tu retournes à l'hôpital, tu vas tout de suite, je t'emmène, etc. Et moi je l'ai supplié, je lui ai dit non je t'en supplie, je veux pas qu'on y retourne. Ce qui s'est passé c'est que les soignants en fait ils arrêtaient pas de m'appeler sur mon téléphone, et je voulais pas leur répondre. Et apparemment ils ont fait que me chercher partout dans le service, ils sont même sortis dehors pour me chercher, et finalement ma mère elle leur a répondu parce qu'il avait appelé sur son téléphone, et ensuite elle leur explique que oui j'avais fugué, que maintenant elle est avec moi et tout ça. Ils ont juste dit qu'ils étaient vraiment inquiets et que si jamais ils me retrouvaient pas ils allaient faire une déclaration à la police. En tout cas pour ce qui s'est passé après cette première fugue de psychiatrie, j'y suis retournée quelques jours après avec mes parents, et là les médecins ils ont exigé que je retourne en hospitalisation à temps complet et que j'y reste, sauf que je leur ai dit que je supportais pas l'hospitalisation, et donc j'ai supplié mes parents de me faire sortir contre avis médical. Et en fait maintenant, avec du recul, je me rends compte que cette fugue c'était totalement débile de ma part. Donc, certes, ils n'avaient rien fait pour ma gastroparésie, ils me mettaient sous les protocoles d'une personne ayant des troubles du comportement alimentaire, mais c'était l'hospitalisation en psychiatrie la moins pire. Ils me maintenaient en vie avec les perfusions, la sonde et tout ça, et
Je pense qu'au bout d'un moment, si je serais restée 2 ans comme il aurait dit, et que si du coup en ces 2 ans ils auraient vu qu'il y aurait aucune amélioration, forcément au bout d'un moment je pense qu'ils m'auraient pas laissé tout ce temps et qu'ils m'auraient donc envoyé dans un service approprié, c'est-à-dire la gastro-entérologie. J'aurais mieux fait d'être patiente et de voir comment ça allait se dérouler, parce que de toute façon après avoir fugué, ce fut clairement pire. J'ai rencontré des psychiatres odieux et tout ça, et après ça il s'est passé des trucs vraiment affreux et je suis plus jamais retournée dans cet hôpital. J'ai subi des hospitalisations encore 1000 fois pires. Et ensuite, c'est les hospitalisations d'après où j'ai encore fugué. Ce fut des fugues très difficiles. Il s'est passé beaucoup de choses durant ces fugues-là. Je vais faire une partie 2 où cette fois, je vais vous résumer mes 4 autres fugues. Et les 4 autres fugues, c'est dans un même service. C'était dans la même hospitalisation. Bref, voilà. C'est tout pour cette vidéo.